On parle bien sûr français au Québec depuis très longtemps, depuis Jacques Cartier, depuis le 16e siècle. Et en fait, la première législation en matière de langue date d'aussi loin que de 1623, lorsque la coutume de Paris est établie au Québec, et notamment la fameuse habitude de parler en somme dans le patois de Paris, parce que le français était langue officielle au Québec avant même d'être une langue répandue en France même. En fin de compte, le français se répand de manière massive, non seulement chez les descendants des Français, mais également chez les Autochtones, chez les Métis, où il va être très longtemps la langue d'usage, bien après même la chute de la Nouvelle-France. Lorsqu'advient la conquête britannique de 1760, le français se retrouve dans une situation très précaire. Or, fort peu de Britanniques viennent s'installer au Québec, si bien que le français demeure la langue d'usage de plus de 95 % de la population, tout le long des années 1700 et 1800. Il va falloir attendre l'arrivée des immigrants irlandais au milieu des années 1850 pour qu'on retrouve de plus en plus le parler anglais, notamment bien sûr dans les villes de Montréal et de Québec. Or, même si les anglophones ont toujours été très minoritaires au Québec, l'anglais atteint un très grand statut. Il devient la langue dominante des affaires, des études, de la recherche. Le visage également commercial du Québec tout entier est alors anglais, alors que la population est massivement francophone. Cela a pu créer un sentiment d'injustice qui va se répercuter par la suite. En 1774, le français est néanmoins reconnu comme langue officielle du Québec par l'Acte de Québec. La Confédération de 1867 reconnaît le pouvoir du Québec en matière linguistique. Il a alors toute liberté de manœuvre pour créer son système d'éducation en français, sa vie culturelle en français, également ses traditions judiciaires en français. Le sort va être cependant beaucoup plus funeste pour les francophones hors Québec. Ceux qui habitent le Nouveau-Brunswick, le Manitoba en particulier, mais aussi la Saskatchewan et l'Ontario, où leurs droits sont brutalement abolis dans certains cas, laissant encore jusqu'à nos jours des communautés francophones hors Québec à l'abandon. Au Québec, en revanche, le fait français est désormais garanti par la Constitution. En revanche, le gouvernement du Québec prendra du temps à s'occuper du visage français du Québec. Longtemps, même au Québec, l'anglais demeure la langue dominante dans les milieux d'affaires, dans la recherche et dans le milieu universitaire. Avec la Révolution tranquille de 1960, un grand vent de changement se lève. Les francophones réclament désormais justice et que leur langue soit reconnue davantage comme la langue officielle des Québécoises et des Québécois et la langue qu'on devrait voir affichée dans les commerces et également la langue parlée par les néo-québécois qui viennent s'installer au Québec. Cela va forcer le gouvernement à une première loi linguistique en 1968. Cette loi-là, cependant, est très mal accueillie par les francophones qui y voient des concessions reconnaissant le caractère bilingue du Québec et le droit surtout des immigrants de choisir la langue dans laquelle ils vont éduquer leurs enfants. Cet enjeu-là est crucial parce qu'à cette époque, le Québec constate qu'au niveau démographique, les francophones de souche n'arriveront bientôt plus à soutenir le français à eux seuls. Ils ont besoin des néo-québécois pour que le français se maintienne vigoureux au Québec. Cette question des droits scolaires va donc être la pomme de discorde tout le long des années 1960 et 70. Ça va se poursuivre en 1974 avec une nouvelle loi linguistique, la loi 22, qui dit en gros deux choses. La première est importante. Le français est désormais la seule langue officielle du Québec. Ce fait-là est garanti par la loi. C'est pour ça que vous avez souvent des communications unilingues en français, tout simplement parce qu'il est convenu depuis 1974 que le français, à lui seul, suffit pour les textes légaux, les textes juridiques, par exemple. La loi 22, en revanche, maintient le droit de choisir l'école pour ses enfants, ainsi que l'affichage dans la langue de son choix. Ce qui fait en sorte que la crise linguistique va se poursuivre. Une date clé dans l'histoire du Québec contemporain est bien sûr 1977 et la proclamation de la Charte de la langue française, mieux connue bien sûr sous le nom de Loi 101. La Loi 101 est éminemment connue tant au Québec qu'à l'extérieur du Québec, notamment à cause de ces deux grandes clauses. La première, que l'affichage extérieur des commerces doit désormais être unilingue en français. On n'a plus le droit d'utiliser des raisons sociales dans une autre langue afin de préserver le visage français du Québec et notamment de Montréal. La deuxième clause de la Loi 101 prescrit que les immigrants dont la langue maternelle n'est pas l'anglais devront expressément envoyer leurs enfants dans une école française. Cette loi-là a été
Très critiquée au départ, elle assure désormais non seulement la paix linguistique au Québec, mais également la viabilité du français. Bien sûr, vous verrez aussi que la loi 101 a été beaucoup contestée, devant les tribunaux notamment, et en particulier devant la Cour suprême. Ce qui fait en sorte qu'au moment où on parle d'un renforcement de la loi 101 afin qu'elle retrouve en somme son sens, que le français puisse traverser le prochain siècle et que les Québécois, quelle que soit leur origine, puissent compter sur une langue commune, le français, qui assure la vitalité et la pérennité de la nation québécoise. Or, comme toutes les grandes langues, le français du Québec se distingue du français, par exemple, antillais, africain ou bien sûr français. C'est une langue en somme métissée. On a fini par lui donner le surnom de joual. Le joual, c'est un cheval prononcé à la québécoise. Cette langue québécoise compte d'abord sur un vocabulaire simple. Vous noterez que certains mots ont plusieurs usages. L'anglicisme patente, par exemple, désigne autant un objet, une machine, bref, à peu près n'importe quoi dont on doute à peu près de l'utilité. De la même manière, on va dire une affaire, c'est-à-dire une chose qui nous occupe, une occupation, un passe-temps, une activité en somme indéterminée. Et enfin, un autre mot fourre-tout, un piton. Oh, ça vient généralement d'un jeu qu'on appelait au Québec le bingo. C'était initialement des jetons. Ça sert désormais à désigner à peu près tout ce qui est commutateur, bouton poussoir, interrupteur, bref, appuie sur le piton, pèse sur le piton, c'est-à-dire active le mécanisme. Il y a bien sûr d'autres mots fourre-tout qu'on pourrait aligner ici. Il est possible de dire plusieurs choses avec chacun d'eux. La prononciation, vous l'aurez noté, elle est approximative. Certains l'attribuent même au climat froid qui fait qu'on hésitait à ouvrir beaucoup la bouche. Peu importe, au niveau de la clarté de l'expression, la langue québécoise est un petit peu molle. On va dire, par exemple, je vais pour dire je vais. Je suis au lieu de je suis. Qu'est-ce que tu veux pour dire qu'est-ce que tu veux. Ou où c'est qu'on mange pour dire où allons-nous manger. Encore mieux, où tu vas pour désigner où vas-tu. Et ne cherchez pas la logique grammaticale derrière ces expressions. L'important, c'est que vous adoptiez une sonorité, que vous ne soyez pas dérouté quand vous allez les entendre. Libre à vous ensuite de les adopter et de les utiliser vous-même. Alors que dans d'autres langues, chaque langue a ses jurons. Et si dans certaines langues, on fait référence aux matières fécales, à la sexualité ou à la famille, au Québec, preuve de l'importance du rôle du clergé dans l'histoire du Québec, où on fait essentiellement référence à des termes religieux. Le Christ désignant Jésus est une expression très courante pour exprimer le mécontentement. L'hostie, c'est-à-dire l'Eucharistie, pour également le tabarnak, pour le tabernacle, et qui est utilisé lors de la messe, est également un juron de toute première classe. Bref, faites attention au moment de les utiliser parce que leur usage est condamné. C'est tout à fait disgracieux, mais il demeure que c'est un des beaux symboles d'intégration à la société québécoise, à tout le moins de les comprendre, de les connaître et même peut-être à l'occasion de les utiliser. Les termes amérindiens sont également présents dans notre vocabulaire, mais pas de façon importante. On retrouve néanmoins des termes qui sont présents au dictionnaire, tels que wapiti pour décrire un cervidé proche du cerf de Virginie, l'anorak, qui est un manteau d'hiver bouffant, rempli d'air et très léger, très pratique quand il fait très froid. Manitou, qui désigne une divinité autochtone, est dans l'usage courant. De même que igloo, ces fameuses maisons de glace que construisaient les Inuits. Le kayak également, c'est-à-dire un canot de peau de bête. Et bien sûr, des mocassins, c'est-à-dire des chaussures de cuir. Vous en trouverez de nombreux autres qui sont généralement associés au vocabulaire forestier et à la faune. Pour le meilleur et pour le pire, les anglicismes sont légion dans la langue française du Québec. Il demeure qu'ils ont tellement été déformés dans certains cas qu'on en perd l'origine exacte. Par exemple, pour désigner une voiture, le terme char, qui vient du mot car en anglais. Mais au Québec, vous devrez connaître ce terme-là tant il est utilisé pour désigner une voiture. On va également checker. Checker ne veut pas dire nécessairement postuler ou poinçonner, veut dire essentiellement surveiller. On check quelque chose, on check quelqu'un, bref, on est vigilant. Venir avec, c'est encore une formulation de l'anglais, c'est comme with, on inverse
l'adverbe. En somme, venir avec, c'est-à-dire venir avec quelqu'un sans dire quelqu'un. Donc, où est Luc? Je suis venu avec. De la même manière, on est cool, je crois que vous le connaissez. De la même manière, on est hot, c'est-à-dire qu'on est à la mode, on est à la page. On mange du junk food, c'est-à-dire qu'on mange de la restauration rapide. Le timing également est important, c'est-à-dire c'est le bon moment. De la même manière, bien sûr, week-end pour fin de semaine, mais ça, c'est répandu dans toute la francophonie. J'ajouterai enfin, parce que c'est un beau clin d'œil à notre saison puis à notre pays, qu'on m'a dit déjà qu'en arabe, il y avait plus de 8 mots différents pour désigner le sable. Je vous dirais qu'on est pas mal au Québec, où la neige peut être désignée d'une quantité de manières. Il peut tomber de la poudreuse, c'est-à-dire une neige très légère qui vole au vent, une neige collante, on appelle aussi une neige à bonhomme, c'est-à-dire qui permet de faire des boules de neige et des forts et des bonhommes de neige. Le frima, de même le grésil, qui est une toute petite pluie de glace. Le verglas, bien sûr, qui est une pluie qui se glace au sol et qui peut poser des accidents en glaçant les routes. Vous allez retrouver beaucoup le terme aussi de slush. Gadou, c'est la neige qui est en voie de décomposition sur les routes, souvent sales, qui se retrouve dans les rues l'hiver. Bref, c'est un petit clin d'œil que je voulais faire aux Français québécois. Il demeure qu'en adoptant le français, vous vous joignez à une des grandes cultures du monde. Le français a non seulement une grande histoire derrière lui, mais un riche avenir, qui fait en sorte que vous adhérez à une culture mondiale qui est comprise sous toutes les latitudes et sur tous les continents. Le fait français, bien sûr, a des différences. Disons que le français québécois n'est qu'un des rameaux de la francophonie mondiale qui, sur tous les continents et dans tous les pays, se parle bien sûr avec les accents du pays.